les impôts. Pour cultiver tous les hectares, il fallait obliger les Africains à payer des impôts en argent comptant. Comme leur économie n'était pas une économie fondée sur la circulation monétaire, les Africains ne pouvaient payer d'impôts en espèces que s'ils travaillaient pour les Européens moyennant salaire. Les Maasai s'avérèrent particulièrement astucieux pour échapper à l'impôt. Le gouvernement colonial pensa qu'on pourrait envoyer ces guerriers apparemment oisifs à l'école pour en faire, si possible, des percepteurs au sein de leur peuple. On s'empara de jeunes gens dans ce but. Dans le nord Nigeria, le paysage colonial était très différent. En l'absence de colons blancs, les choses se déroulaient comme avant. Les Anglais n'avaient conquis cette vaste région éloignée de la mer que pour une seule raison, que les Français ne l'aient pas. Les Anglais se contentaient donc de superviser de loin. Placés sous la direction de Lord Lugard, c'est ce qu'ils appelaient le gouvernement indirect. Le gouvernement indirect signifiait gouverner par l'intermédiaire des rois locaux. Après la défaite, l'émir de Kano avait accepté la suzeraineté britannique, à la condition que rien ne soit entrepris pour moderniser ou pour démocratiser le système conquis. Le gouvernement indirect était bon marché et très efficace. Les rois et les princes locaux maintenaient la paix, la loi et l'ordre dans leur propre intérêt, comme dans celui des Britanniques. Des deux côtés, au sommet, on avait beaucoup à y gagner. Ainsi, des rois comme l'émir de Katsina pouvaient conserver leur pouvoir et même accroître leurs privilèges personnels. Dans les colonies françaises, tout au long de la côte, la scène était à la fois identique et différente. Dakar, capitale du Sénégal, conserve des quartiers pleins de nostalgie. Le Sénégal était la plus ancienne des colonies françaises en Afrique tropicale. Une colonie où la présence française, tout comme la présence anglaise au Nigeria, pouvait être aisément assimilée. Et certainement pas des Britanniques. La conception française, au contraire, était que pour finir, cela prendrait du temps. Tous les Africains deviendraient des Français noirs. La langue et la culture française leur étaient apportées comme le summum des bienfaits. Cette conception, c'était ce que les Français appelaient l'assimilation. Au départ, c'était une idée généreuse, mais la pratique du gouvernement colonial la réduisit à presque rien. Ce fut le cas de Gorée, cette pittoresque petite île au large de Dakar. À Gorée, les Noirs pouvaient aller à l'école, devenir citoyens français. Mais c'était une infime minorité. L'historien sénégalais Cheikh Anta Diop explique. C'est en fait certain, dans la pratique, ce n'était pas possible. Et dans la pratique, il y a eu 4 communes. Ici au Sénégal et partout ailleurs, pratiquement, c'était le système de l'indigénat. Donc, à cause du rapport numérique, la politique d'assimilation n'était pas applicable sur le terrain. D'origine modeste, Diagne fut le premier noir élu au Parlement français à Paris. Il fit campagne pour les droits des Noirs et obtint certaines concessions. C'était en 1914. Durant la Première Guerre mondiale, la France appela sous les drapeaux des dizaines de milliers de combattants africains. Alors que tant de victimes disparaissaient dans la bataille des Flandres, Diagne accepta d'être le sergent recruteur de la France. Sa réputation en Afrique sombra dans le massacre. On m'a obligé à aller à la guerre. On m'a enlevé à ma famille. Auparavant, la France avait recruté des mercenaires africains, pour la guerre de Crimée notamment. En 1914, le nombre des soldats et les souffrances étaient à une toute autre échelle. Plus de 200 000 Africains, conscrits pour la plupart, furent envoyés au front. Au moins 170 000 d'entre eux furent jetés dans l'holocauste des tranchées. On se battait contre les Allemands et on les tuait. Ils nous tuaient. La mort était des deux côtés. Il y avait des blessés des deux côtés. Tout cela ne rimait à rien. Côte à côte, blancs et noirs sont égaux dans les tranchées. Allait-il à présent devenir égaux dans les colonies? La réponse ne dépassera pas le symbolisme des monuments aux morts. En 1918, une fois la paix venue,
les systèmes coloniaux paraissent encore plus fortement enracinés, bien que des gouvernements civils succèdent à des gouvernements militaires. Le système des impôts fut encore plus élaboré. La clé de voûte du système britannique, c'était l'officier de district. Le cacao était totalement cultivé et récolté par des Africains qui devaient le vendre aux Anglais et à des acheteurs étrangers. Tous s'entendaient pour le payer un prix artificiellement bas. Les agriculteurs du Ghana, à l'époque la Côte de l'Or, firent si bien qu'ils devinrent les plus grands producteurs de cacao du monde et donc de chocolat que les Africains ne consommaient pas. Nous n'avions pas notre mot à dire dans l'établissement des prix de nos propres marchandises, ni sur le prix des marchandises que nous importions. Dans les années 20, les travaux forcés étaient pratiqués à large échelle dans la plupart des colonies. Les premières routes, les premiers chemins de fer furent ainsi construits. Certes, beaucoup fut accompli, mais le coût humain fut catastrophique. Ce spectaculaire chemin de fer de l'Afrique équatoriale française, reliant la côte à Brazzaville, est l'œuvre de 125 000 Africains. Une prouesse technique incontestable. Mais, avant qu'un seul passager ne puisse y prendre place, près de 14 000 Africains devaient mourir au cours de sa construction. Ce confort fut cher payé. Dès les années 20, le réseau des chemins de fer coloniaux était pratiquement achevé. Le but principal de ces voies était d'assurer l'exportation de minerais et d'autres richesses qui, pour la plupart, venaient d'Afrique méridionale. On était forcés d'aller travailler. Les Blancs disaient aux chefs des villages de choisir les gens pour le Chibaro. Il y eut un boom des mines d'or. Durant ces années de Chibaro, l'industrie minière de Rhodésie du Sud produisit l'équivalent en or de 87 millions de livres sterling, au prix de la mort de 20 mineurs africains par semaine en moyenne, pendant 30 ans. Quand il y avait des prisonniers, on les mettait au travail. Il y en avait toujours. On faisait aussi travailler les enfants. C'est dans les colonies portugaises de l'Angola et du Mozambique que le travail forcé atteignit le comble de l'horreur. Au Mozambique, les agriculteurs africains furent forcés par des méthodes brutales de cultiver du coton et de le vendre à des prix établis par le gouvernement colonial. Le coton brut était expédié dans les usines textiles du Portugal pour en faire des vêtements, lesquels étaient ensuite exportés au Mozambique pour être vendus aux Africains.